Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. Il est 13h à l'heure du journal. Voici les titres. Encore la belle pagaille à l'Assemblée nationale hier. Les députés de l'opposition privés de parole ont perturbé l'oral du Premier ministre sur l'actualité. 1 million de tonnes d'arachides produits cette année. Ce chiffre record présenté par l'État est contesté par les huiliers qui parlent de saupoudrage et exigent l'arrêt des exportations. Daga, un département de Tuaon où les populations se disent oubliées, brûlées par les nouveaux compteurs, fermées par l'enclavement, elles traversent un calvaire et bruyamment dénoncées au cours d'une marche. À suivre dans ce journal, l'actualité internationale, quelques notes de sport et la revue de la presse. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. En bref, un accident sur l'axe Tambacounda-Kumpentoum a fait plusieurs blessés graves, dont un dans un état critique. Un véhicule 4x4 qui roulait dans le sens Dakar-Tamba s'est renversé, nous a informé notre correspondant sur place, Alassane Diallo. Des députés ont encore fait part de leurs querelles intestines à l'Assemblée nationale lors de la séance de questions orales du Premier ministre et à son gouvernement. Le groupe des libéraux et démocrates a boudé la séance à l'hémicycle, affirmant être privé de son droit. Souvent ce compte rendu de Biramania et de Mamikante. Le groupe des libéraux et démocrates ont tout bonnement boudé la séance à l'Assemblée nationale au moment où le Premier ministre faisait face aux députés pour répondre à leurs questions. Aïda Mbodj et ses camarades fustigent l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui, selon elle, les a privés de leurs droits. Finalement, ces mêmes Sénégalais se sont rendus compte du défaut de management de cette Assemblée. Le président Niass est tout sauf un bon manager. Vous avez remarqué pendant tout le temps du débat budgétaire, nous nous sommes abstenus de faire quoi que ce soit. Le président Niass lui-même nous a demandé de voir dans quelle mesure, qu'est-ce qui prouve notre majorité au niveau du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, parce que le groupe originel, qui compte maintenant 11 députés, nous devions prouver notre majorité. Donc, ils ont voulu une assemblée monocolore, ils œuvrent pour le musellement de l'opposition, ce que nous refusons. Donc, nous sommes venus nous signaler de manière pacifique, vous l'avez constaté avec nous, interpeller leur conscience et laisser dérouler jusqu'à la prochaine plénière. Le député non inscrit, Maître El Hadjouf, est venu à leur secours et affirme qu'il est contre de l'attitude qu'il juge dictatoriale des députés majoritaires et exige le respect de la loi. Dès lors que nous ne sommes pas associés aux travaux de l'Assemblée nationale, dès lors que le président de l'Assemblée a choisi d'ignorer l'opposition parlementaire et les non-inscrits, dès lors qu'il a choisi quelqu'un qui n'a pas de groupe parlementaire pour en faire un président de groupe qui n'a pas 10 députés. Vous le connaissez. Je vais taire son nom. Alors, quelqu'un aujourd'hui aura la parole avec 2 de ses amis, mais il n'a pas de groupe parce qu'il n'a pas 10 députés. Et quand on est sorti, vous avez vu qu'ils sont 2 là-bas. Nous l'avons fait exprès. Vous avez vu qu'ils sont 2. Mouriane Fada et Fartiam. Je fais partie du camp présidentiel, mais je me bats pour des principes républicains. Pour obtenir un groupe parlementaire qui sont là, c'est Aïda Mbodj et ses camarades. Je n'en fais pas partie, mais je me bats pour le respect du règlement intérieur et de la loi à l'Assemblée nationale. Modou Diagne Fada, accusé de ne faire partie d'aucun groupe parlementaire, minimise et invite les députés rebelles à la retenue et à se consacrer aux préoccupations de la population. Donc, nous avons un groupe parlementaire légalement constitué qui comprend 13 députés de l'Assemblée nationale qui fonctionne et qui a pris la parole à l'occasion de ce débat avec M. le Premier ministre. Je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel à nos collègues députés
qui se réclament encore du groupe des libéraux et démocrates à revenir à de meilleurs sentiments et à considérer que ce qui est fait, c'est la légalité, c'est la loi. Ils se sont trompés, peut-être de bonne foi, dans la mise sur place de leur initiative. Bon, l'Assemblée a tranché, qui reviennent à de meilleurs sentiments et qui ne suivent pas un certain nombre de troubadours, qui ne sont pas du groupe des libéraux et démocrates, mais qui cherchent à en profiter pour régler des comptes. De son côté, la députée socialiste Aïssata Tall Sall se plaint du comportement de ses collègues du groupe des libéraux et démocrates tout en les invitant à respecter le peuple sénégalais. Ce qui s'est passé à l'Assemblée, il faut le regretter grandement. Je le disais tout à l'heure, notre pays est doté d'une assemblée depuis 1958. Rappelez-vous, c'était l'assemblée territoriale. Et il y avait là des députés qui nous représentaient, pendant que d'autres siégeaient au Palais Bourbon. Depuis notre indépendance jusqu'à ce jour, cette assemblée a délibéré sans désemparer. Est-ce que nous méritons ce qui s'est passé cet après-midi? Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne dis pas qui est responsable, qui est fautif et qui ne l'est pas. Mais je pense que les députés, dans leur ensemble, doivent se regarder en face. Les députés se sont encore donné un spectacle à l'hémicycle. Des querelles intestines qui irritent plus d'un. Des comportements usés, indignes de nos députés. Maître Aïssata Tall Sall annonce que Pape Massata Diack ne sera jamais extradé pour répondre à la justice française, mais elle affirme que la loi sénégalaise n'a pas prévu l'extradition de ses fils, quelle que soit la faute commise. Elle l'a fait savoir lors des questions d'actualité de l'Assemblée nationale. Ses propos recueillis par Birama Ndiaye toujours. Ça, c'est les dispositions de la loi. Les États en général, en tout cas l'État du Sénégal, je le confirme, n'extrade pas son national. Nous avons une convention de coopération judiciaire avec la France qui fait que lorsqu'un Sénégalais est impliqué dans des faits qui se passent sur le territoire français, il y a une entraide judiciaire entre les services judiciaires français et les services judiciaires sénégalais, mais on ne peut pas demander au Sénégal d'extrader son national. Cela est contre la loi sénégalaise. Lac Rose, le promoteur privé, longtemps, un prix revient à la charge. Il exhibe des documents fournis par l'État affirmant que les fonds tirés de l'extraction du sable vont profiter aux populations. Le point avec Najib Sagna. Le promoteur de l'exploitation de la carrière de Lac Rose a osé s'exprimer devant la presse de la destruction massive que son entreprise a causée en quelques jours au Lac Rose, créant ainsi l'étonnement de tous les observateurs. Celui qui a détruit le Lac Rose et son environnement en quelques jours dit qu'il nourrit plutôt les populations aux alentours du lac en leur servant 80% de ses recettes. Je suis sénégalais. J'ai le droit de demander pour travailler dans ce site, tout en respectant les lois et les règlements. Le site où on se trouve, c'est 27 hectares. Le point qu'on est là, c'est là où on était en train de prendre de sable. Et ici, jusqu'au filao, vous regardez, ça fait plus de 600 mètres. Après cette bande de filao que vous voyez là, il y a les dunes. Après ces dunes-là, il y a une autre bande de filao. Après cette bande de filao, c'est là où il y a la mer. Donc on est très 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 loin de la mer. 80% de nos bénéfices, on le partage avec la population. Tous les protocoles sont là qui peuvent l'attester. Sans compter les trucs dérivés. Nous, en 1 mois et demi, on a dépensé plus de 15 millions pour cette population-là. Mais lui, l'hôtelier là, qu'est-ce qu'il a fait pour la population là? Rien du tout. Maintenant, sachant que l'autorisation arrivée à son terme, ils sont en train de faire une campagne de presse, ce qui est déplorable. On est très loin des filao. On est très loin. Où est le lac Rose qu'on dit que c'est envahi? Ça va disparaître. Ils le font à dessein parce qu'ils veulent, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Moi, je suis sénégalais. Je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Regardant ce qui se passe au Lac Rose, la situation reste lamentable. Les dunes creusées à fond, des filaos abattus. La mer avance à grands pas. Le lac est en voie de disparition. Rufisque Najib Sagna, télévision Al-Fadjri. Daga, village dans la commune de Notogui-Diamant, département Tivaouane, les populations dénoncent la cherté des compteurs de courant et exigent la baisse du prix de l'électricité. Elles réclament également le bitumage de la route qui traverse leur village. C'était lors d'une marche de ces villageois, explique Gorgui Sambagna dans cette correspondance.
Daga veut de l'électricité en abondance et à bon prix. Pas question pour les populations de ce village de débourser plus que Dakar, Thiès, Kaolack et autres villes et villages du Sénégal pour avoir du courant. Pour avoir un compteur, il faut débourser 40 000 francs comptant. Est-ce que ça existe au Sénégal? Non! Ça existe au Sénégal? Non! En plus de cela, il faut ajouter encore 60 000 francs frais de branchement extérieur. Est-ce que vous jugez ça normal? Non! Est-ce que c'est normal? Non! Et puis c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut donner encore 5 310 francs pendant 10 ans, chaque mois. Et si vous calculez ça, c'est combien? C'est 700 000 francs par individu. Nous avons estimé le nombre de compteurs dans ce village à plus de 250. Calculez le total. C'est plus de 200 millions. Et nous ne l'accepterons pas. Selon les explications du maire de la commune, les 40 000 francs CFA sont répartis en deux parties. 20 000 francs représentent le prix du compteur et les autres 20 000 francs la recharge d'électricité. Autre doléance de Daga sur la table des autorités, le bitumage de la route qui traverse le village. Notre deuxième problème, c'est la route qui relie Daro Alpha à Tivaouane. Le Gamou, le Maguel, la grande partie de la population qui quitte Dakar pour aller à Tivaouane passe sur ces routes. Regardez comment est la route. C'est une route, est-ce que c'est une bonne route? Non. Est-ce que c'est une bonne route? Non. Mais c'est honteux. C'est honteux. Tous les villageois sont malades à cause de la poussière. L'eau est aussi une autre préoccupation des populations qui sollicitent des branchements sociaux dans toutes les maisons. Thiès, Gorgui Sambandjaï, Walfadjri. Production agricole, les huiliers contestent les chiffres de l'État qui parlent d'une production record d'1 million de tonnes d'arachides. D'ailleurs, ils exigent l'arrêt des exportations, situation que refutent les opérateurs qui demandent aux huiliers d'aller chercher des financements et participer à la campagne de commercialisation. Les explications avec Amadou Limbaye. Les estimations faites par les services techniques de l'État sur la présente campagne faisant état de plus d'1 million de tonnes sont fausses selon les syndicalistes de la SUNEOR qui demandent par la même occasion un gel des exportations dans les plus brefs délais. Les 1 200 000 annoncés n'existent pas au Sénégal. N'existent pas au Sénégal, qu'on ne se leurre pas. Le tonnage est loin d'être atteint. Aujourd'hui, nous avons 3200 tonnes. 3200 tonnes, on ne peut pas démarrer les jeux avec 3200 tonnes. Où sont les graines? Ce sont des chiffres qui sont là. C'est facile de monter des chiffres et de les amener là où on voit. Mais la réalité sur le terrain, du côté des exportateurs, on ne l'entend pas de cette oreille. Les opérateurs n'acceptent pas de livrer les graines parce que la SUNEOR n'est pas compétitive par rapport au prix. Et que quand même la réalité sur le terrain est que le prix flamme. Et que le producteur, mais non, il détient ses graines en attendant quand même un meilleur prix. Il faut que quand même que si l'État du Sénégal est interpellé ou bien il pense restreindre les exportations, mais on va appeler à l'État du Sénégal pour leur dire que nous sommes des compatriotes, nous sommes des patriotes comme tout le monde. Et nous engageons aussi des gens qui travaillent pour nous. Et je suis sûr que quand même que l'ensemble de nos personnels qui travaillent dans l'exportation dépasse de loin l'ensemble des employés des huileries. Le bras de fer entre les exportateurs et les huiliers est loin de connaître son épilogue. L'État appelé à arbitrer ces différends qui menacent la filière. Amadou Limbaye à Kaolack, Walfadjri. Amadou Limbaye, l'Association nationale des mareyeurs du Sénégal exige plus de considération. Ces acteurs de la pêche en conférence publique ont réclamé l'octroi de matériel de financement et la réfection du marché central aux poissons de Pikine. Théodore Semedo. Des financements du matériel, la réfection du marché central aux poissons et leur prise en compte dans le PSE dont ils disent ne pas encore sentir les effets sur leur travail. C'est ce que réclame l'Association nationale des mareyeurs du Sénégal. Nous travaillons sur fonds propres. Pour l'instant, nous n'avons pas encore senti le PSE dans notre travail. Nous voulons des financements du matériel, mais aussi la réfection du marché central aux poissons. L'État doit venir en appoint à ces mareyeurs, selon le directeur du marché central aux poissons qui était venu présider leur rencontre. C'est une évidence, c'est un constat. Il faudrait les appuyer davantage en termes de moyens de production, en termes
de financement et en termes de formation. Ces marieurs qui ont décidé de travailler politiquement aux côtés du directeur du marché central au poisson de Pikine ont étalé ces doléances en marge d'une rencontre d'échange sur le PSE. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Religion à présent, l'importance du savoir dans l'islam, illustration dans le développement durable et la justice économique, finance et partage des richesses. C'est le thème de choisi pour cette 36e édition de la Ziara omarienne prévue ce week-end à la mosquée omarienne de Dakar. Le professeur Al-Ousseynou Abdoulaye revient ici sur la pertinence de ce thème. Il explique ces détails dans cet entretien qu'il a accordé à Omar Kairé. À l'heure de la mondialisation, l'islam doit répondre aux défis, aux grands défis de l'heure. Et le savoir est un pilier inéluctable, incontournable pour donner des réponses à la mondialisation. L'islam doit s'exprimer à fond pour que les gens comprennent que l'islam est la porte à toutes les solutions qui se posent à l'humanité. Et pour qu'il y ait développement humain durable, il faut passer par l'importance du savoir dans l'islam. Et plus spécifiquement, pour le développement humain durable, on doit passer par l'économie, on doit parler par les finances. Nous invitons à ces fidèles à la retenue, à la compassion, à la solidarité, à l'effacement, à la dévotion, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à la confrérie Tijania, et une ouverture à toutes les confréries, parce que le soubassement de l'islam, c'est la solidarité entre tous les fidèles, indépendamment des confréries. Donc, au-delà des confréries, il y a l'union sacrée entre tous les musulmans de par le monde, et même aux individus qui ne sont pas de notre religion, dans le cadre du dialogue entre l'islam et les autres religions, pour qu'il y ait une paix mondiale, pour qu'il y ait un entendement entre l'humanité, pour un peu lutter contre ce que nous vivons actuellement. Le malheureusement sévit est en train de gangréner nos sociétés et notre jeunesse. Face à cela, c'est l'islam qui doit répondre. L'islam de modération, l'islam pacifique, l'islam de tolérance et d'ouverture. Après cette actualité, nous allons essayer de faire un tour d'horizon de l'actualité internationale dans cette synthèse de Ramatoulaye Sarr. La page internationale, nous l'ouvrons au Moyen-Orient, précisément au Caire. Un raid antiterroriste a viré au drame. La nuit dernière, la descente de la police a été meurtrière. Au moins 9 personnes ont été tuées, dont 6 policiers. Ils étaient en train de désamorcer une bombe quand elle a explosé dans un appartement soupçonné d'être une cache pour des activistes. Selon le pouvoir égyptien, des membres des frères musulmans se préparaient à mener des actes hostiles dans les prochains jours avec des bombes. Attentat des Chebab à Mogadiscio, une nouvelle attaque perpétrée dans un hôtel en Somalie. Au moins 20 morts ont été dénombrés, parmi eux des enfants et autant de blessés. La capitale somalienne s'est éveillée dans l'effroi ce vendredi matin. Jeudi soir, des rebelles islamistes de Chebab se sont attaqués à un hôtel-restaurant du bord de mer. L'assaut et l'affrontement avec les forces de l'ordre auront duré plusieurs heures. Affaire de l'ancien agent du KGB Alexander Litvinenko empoisonné. Le rapport d'enquête britannique est accablant pour Vladimir Poutine qui aurait approuvé l'opération visant à éliminer cet ancien agent du KGB. La ministre britannique de l'Intérieur a même lancé un avertissement à ses alliés européens. Et puis en Amérique, l'Est des États-Unis se prépare à une tempête de neige record. À Washington et ses environs, les chutes de neige ont d'ores et déjà paralysé nombre de routes. Or, ce n'est rien comparé à ce qui s'annonce. Une tempête monstre porteuse de blizzard va s'abattre dans les prochaines heures sur tout l'Est des États-Unis, affectant potentiellement 50 millions de personnes. L'état d'urgence a été déclaré dans 5 États. C'est parti avec Cheikh Gomis pour l'actualité sportive. Bonjour. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye.
Pour débuter, Football Ligue 1 et Ligue 2 sénégalaise vers une 10e journée difficile pour toutes les équipes. Et si vous regardez le tableau vraiment du programme de la 10e journée, donc vous le constaterez de vous-même. Regardez bien ce qui attend les férus du ballon rond dès ce samedi au stade Demba Diop. Hein? Donc à partir de 16h, Olympique d'Angor joue contre le Jaraaf de Dakar, et en seconde heure à Demba Diop, à partir de 18h, c'est le duel des promus US Gorée et Ndiambour de Louga, qui est leader au classement. Et à Ziguinchor, c'est le Casa Sport qui attend de pied ferme le Djambar de Sali. Et dimanche, la suite de cette 10e journée à Amadou Barry, GFC, qui ne perd pas depuis 4 journées, reçoit l'Union Sportive de Ouakam, qui, je vous le rappelle, avait battu lors de la précédente journée le champion en titre AS Douane. Et à Caroline Faye, regardez, le Stade de Mbour attend la Sous-Noire de Diourbel. À Saint-Louis, Linguère, qui ne conjugue plus avec donc la gagne, va recevoir NGB Niaritali aussi, qui a perdu le goût de la victoire. Ce sera à Mawadouad de Saint-Louis. Et lundi, fin de cette 10e journée de la Ligue 1, AS Douane, champion en titre, contre le Mbour Petite Côte, l'équipe qui marche très fort en ce début de saison. Et maintenant, on va attaquer la Ligue 2. Regardez aussi le tableau avec les rencontres au programme. Et déjà, ce samedi, à Amadou Barry, Yego de la SICAP joue contre Etix de Mboro. L'AS Pikine reçoit les militaires de la SFA. Et à Deni Biramdaou, Génération Foot, qui va profiter donc de cette absence de match de Tengué Football Club, qui va jouer mardi, pour recevoir Barry et pour prendre le fauteuil du leader. Et Dara, mobilisation de toute une ville avec le président Momar Mbaye. Oui, c'est pour la première victoire de l'équipe de Dara. Bon, ce sera contre Dakar Sacré-Cœur. Et ça, je vous le dis, c'est pour samedi et dimanche, une seule rencontre de la Ligue 2. Et ça va se jouer donc à Tiwawan. Kayor Foot, le club de la ville, va jouer contre le Ndargate. Et au stade à Demba Diop, ce sera pour mardi. Regardez les deux rencontres. Renaissance, Tenguet Football Club qui caracole pour l'instant sur le fauteuil du leader. Duc Port va fermer cette 10e journée. Puis, cher Tidiane, vous allez nous parler du CHAN 2016, la CHAN 2016 et le programme du jour. Oui, effectivement, CHAN 2016, Rwanda, oui, c'est au Rwanda. Et retenez que pour le programme d'aujourd'hui, à l'instant où nous vous parlons, la Tunisie joue contre le Nigeria qui, lors de la première journée, avait battu le Niger 4-1 en cas de victoire des Green Eagles. Voilà, c'est la qualification pour seulement les quarts de finale. Et en seconde heure, à 16h tout à l'heure, on aura Niger qui avait été battu, qui va jouer contre la Guinée-Conakry qui avait fait match nul contre la Tunisie. Et pour rappel, le Rwanda hier s'est qualifié pour les quarts de finale. C'est le pays organisateur. Réhabilitation du stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Le ministre des Sports demande de la patience et s'engage. Oui, avant d'aller avec le ministre des Sports, Matarba, on va suivre ce reportage de Najib Sagna lors de cette visite du ministre des Sports à Rufisque au stade Ngalandou Diouf qui, je vous le rappelle, est fermé pour cause de manque de réhabilitation depuis 7 ans. Reportage signé Najib Sagna. Je ne suis pas dans une logique de 3 mois, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un projet initial,
pilotée par la ville, l'AGETIP et l'ADEM, qui ne prend pas en charge toutes les questions qui permettront à Rufisque de disposer d'une belle infrastructure. Nous sommes venus pour une évaluation, voir l'éclairage, voir le tapis, voir la grille de protection et toutes ces commodités-là qui permettront en tout cas à ce stade de répondre aux normes internationales. Et nous allons nous lancer dans cela pour pouvoir accompagner cette dynamique. Mais comme c'est un projet évolutif, on pourra non seulement jouer et continuer le travail. Voilà, donc vous l'avez constaté de vous-même, ce n'était pas le bon élément, mais vous allez nous excuser. On retourne sur cette visite du ministre des Sports au stade Ngalandou Diouf. Donc c'était hier, reportage signé Najib Sagna. La visite du ministre des Sports au stade de Rufisque a été une occasion pour les sportifs de la vieille ville d'élever de la voix. Ces anciens sportifs et dirigeants de clubs ne veulent pas seulement d'un stade pour le département de Rufisque. Nous avons dit à l'État que nous, Rufisquois, qui avons fait énormément de concessions en restant 5 ans, voire 6 ans durant sans stade, nous allons rester vigilants. Nous demandons et exigeons d'ailleurs des infrastructures de qualité. Et il ne suffit pas seulement d'accompagner le football, il y a également toutes les disciplines à accompagner. Mais il va falloir justement nous proposer des infrastructures de qualité qui répondront aux exigences internationales afin que justement nos clubs puissent revenir au devant de la scène sportive nationale, internationale. Il faut également, selon ces sportifs, une cogestion entre l'État, les collectivités locales et le collectif. Il s'agit également de dire à ces collectivités locales que nous allons vers la cogestion, parce qu'il ne s'agira point de laisser les stades, les infrastructures sportives entre les mains des seules collectivités locales. Le mouvement sportif rufisquois sera là, présent. Pour tout, selon ces anciens sportifs, il faut que l'État respecte le délai de 3 mois qu'il a promis pour la construction d'une partie du stade. Il se trouve que c'est le contrat qui dit que c'est 3 mois de travaux pour que les Rufisquois puissent retrouver leur tribune. Il s'agit de travaux de génie civil, je le rappelle. On va voir si l'État véritablement va accéder à nos demandes. Rufisque Naïsania et Télévision Al-Fadil. Dans ce même siège, Cheikh Tidiane, le promoteur des travaux, donne des précisions. Oui, le patron de l'AGETIP qui gère la réhabilitation du stade Ngalandou Diouf de Rufisque a estimé que le sol n'est pas de bonne qualité. De ce fait, le travail ne sera pas facile pour les ouvriers. Il a fait cette remarque hier au micro de Najib Sagna. Tout le monde sait que le sol de Rufisque, c'est un sol argileux, gonflant. Et en parlant d'un gonflement, il faut des fondations spéciales. C'est ce qui a entraîné un petit peu un retard et des difficultés même pour la première entreprise qui a été sélectionnée. Il y a les travaux de génie civil proprement parlé et il y a les travaux de la charpente. Les travaux du génie civil pour l'achèvement de tout ce qui a été travaux de génie civil, surtout en béton, ont été attribués à une entreprise et le délai d'exécution est de 3 mois. Pour la réalisation de la charpente métallique de la grande tribune, les propositions d'attribution sont envoyées à la direction centrale des marchés publics pour approbation. On a cherché à trouver d'autres moyens additionnels pour faire de stade un stade multifonctionnel. Malgré la visite du ministre des Sports à Rufisque au stade Ngalandou Diouf, malgré aussi donc la déclaration du maire de la ville et aussi de l'entrepreneur, les Rufisquois ne sont pas rassurés. C'est tout pour le sport. Merci, cher Tidiane Gomis, à vous pour l'actualité sportive. Et donc, nous allons à présent essayer d'avoir un aperçu sur la presse du jour paru ce vendredi 22 janvier 2016. Une lecture de Ousmane Sen. Bonjour, Assemblée nationale, John passe un sale quart d'heure, affiche Walf Quotidien, il y a eu de l'électricité dans l'air, fait encore sentir mon confrère. Le Premier ministre chahuté a joué la carte de l'apaisement, l'opposition réussit son coup à l'hémicycle, conclut le journal. Cette première session de questions d'actualité qui fait la une des quotidiens ce matin. Hué, propos désobligeants et boycott hier à l'hémicycle, retient le témoin, les députés se donnent encore un spectacle, titre le journal. L'opposition voit rouge, perturbe puis boude
renchérit le populaire. Privés de parole, les opposants sèment le désordre dans l'hémicycle avant de boycotter l'oral du Premier ministre sur l'actualité, souligne le journal qui donne la parole aux acteurs. Le Premier ministre n'a pas besoin d'écouter les questions, selon Aïda Mbodj. Des comportements de psychopathes zélés, estime Moustapha Niasse. Votre gouvernement mérite un peu de respect, réclame le Premier ministre, toujours dans le populaire. Circa l'hémicycle, indique le quotidien. La honte de la République, s'exclame Direct Info. Le peuple souffre de ses députés, regrette mon confrère, qui pense que Lamine Gueye se retournerait dans sa tombe pour son legs brûlé hier à l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition perturbent la séance des questions orales et Boud note encore l'As quotidien qui rapporte d'autres déclarations du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous n'extraderons jamais Massata Diack. Massata Diack ne sera pas extradé vers la France, reprend encore Réumi Quotidien. Zoom Info, zoom ce matin sur la crise économique et la malbouffe au Sénégal. Les Dakarois entretiennent fondés et spaghettis selon Zoom Info. Sous nos tropiques, indique encore mon confrère, bien manger a toujours été un besoin vital. Les rigueurs de la conjoncture économique actuelle ont fini de frapper de plein fouet les entreprises, mais aussi les ménages. Ces derniers, qui en pâtissent le plus, sont coincés entre la modicité de leurs ressources et les urgences quotidiennes en termes de bouche à nourrir par des chefs de famille, amenés aujourd'hui à considérer la famille non plus comme un bonheur, mais comme un fardeau à nourrir, souligne encore Zoom Info à lire ce matin. Libération, corruption et blanchiment présumés au cœur de l'IAF. 19 millions de dollars pistés selon le journal Libé. Massata, Habib Sissé et le protocole de Moscou. Valentin Blasnichev, Lamine Diack m'a dit dans son bureau qu'il veut se présenter à la présidentielle. Les avocats de l'ex-président de l'IAF tirent sur le parquet financier. C'est dans Libé. Dans la tribune, révélation sur sa fortune et crise sociale. Comment Macky dope Idi. C'est dans le journal Les enjeux des visites en banlieue retenus ce matin par la tribune. Dans Grand Place, moins de 35 mois avant la présidentielle, Idi comptabilise, Macky capitalise. En banlieue, Réumi refuse de baisser sa garde. La majorité, maître du débat parlementaire, le Premier ministre décrète 2016, année de l'emploi. C'est dans Grand Place. Dans Le Soleil, le Premier ministre à l'Assemblée nationale 2016 sous le signe de l'emploi, se réjouit le quotidien national Le Soleil. Réforme constitutionnelle, renforcement de l'état de droit. L'État table toujours sur un taux de croissance de 6,4%. Une cellule de lutte antiterroriste mise en place. Le dossier du Soleil à lire en pages 2, 3 et 4. Stade, le quotidien du sport. Les grands rendez-vous des Lions 2016. L'année des défis, titre le journal. Jour de sport, meilleur joueur de Premier League. Les Anglais classent les 7 Lions à la une du journal Jour de Sport. Les Lions classés sur 476 joueurs, Gana Gueye, Papi Cissé, Mambiram, Diafra Saro, Cheikhou Kouyaté, Pape Souaré. L'analyse de Jour de Sport ce matin et à la volée, la chronique quotidienne de Tidiane Kassé. Son titre ce matin, tous pourris, point d'interrogation. Sunulamb, Tafa Gueye, directeur technique de face. Ama Guigui, c'est du 50-50. Tafatine favori devant Zos, à en croire le technicien interrogé par Sunulamb. Zos peut tromper Tafatine. Guigui est difficile à manœuvrer. Zos doit privilégier le combat rapproché. Ama de 2016 est différent de celui de 2012. Tout cela, c'est dans Sunulamb. Bonne lecture à tous. Merci à vous Ousmane Sène pour cette revue de la presse et pour la réalisation de ce journal. Un grand merci également à Ayaratou Aïssatou Diagne et à Ramatoulaye Sall Diop du côté technique. Merci également au esthétique à Abindour, ou plutôt à Aminata Mbaye. L'information qui revient tout à l'heure à 14h.